Voilà pour ces petits patrons dans la tourmente. Alors, monter sa boîte, le rêve de beaucoup se révèle être un véritable parcours du combattant pour certains. Une bagarre, une bataille, selon les dires de certains dans ce documentaire. Alors, que dire quand ce rêve tourne au cauchemar? Comment ne pas voir cela comme un échec? Comment rebondir et surtout comment accompagner ces chefs de petites et moyennes entreprises dont on ne parle finalement que peu? Pourquoi la France, championne d'Europe de la création d'entreprises, est-elle aussi championne d'Europe de la destruction d'entreprises? Pour en parler, je reçois Nicole Bricq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice PS de Seine-et-Marne, vous êtes membre de la Commission des Affaires sociales, vous êtes ancienne ministre du Commerce extérieur, c'est bien ça? Bon, bienvenue à vous. En face de vous, Olivier Torres, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Montpellier. Vous êtes surtout président de l'Observatoire Amaroc qui s'intéresse justement à la souffrance de ces petits patrons. Nous y reviendrons. À côté de vous, Jean-Eudes Duménil, vous êtes secrétaire général de la CGPME. Bonjour. Vous représentez les petites et moyennes entreprises. Première question, peut-être Olivier Torres, on voit des témoignages absolument bouleversants dans ce documentaire. Est-ce que c'est la réalité à laquelle vous faites face tous les jours au sein de votre observatoire? Alors, d'abord, moi je dois dire une chose, c'est que entreprendre, c'est bon pour la santé. C'est-à-dire que la plupart des chefs d'entreprise sont plutôt en bonne santé physique et mentale. Mais ils ont des hauts très hauts et parfois des bas très bas. Et c'est vrai que les filets de sécurité en faveur des travailleurs non salariés, c'est-à-dire l'assurance, chômage, tout ça, n'existent pas. Et donc quand ils craquent, certaines d'entre elles tombent plus bas que les autres. Et c'est là où, effectivement, il peut y avoir des drames. C'est ce que vous appelez, en fait, la spirale des 4D, dépôt de bilan, dépression... Divorce, divorce. Et après, décès par suicide. Évidemment, oui, c'est, je dirais, le scénario le plus catastrophique. C'est courant, Jean-Eudes Duménil, ces situations? Malheureusement, il y a plus de 60 000 entreprises qui sont l'objet de dépôts de bilan chaque année. Donc effectivement, ça concerne beaucoup de gens. Mais je crois aussi qu'il faut quand même... Combien de créations par an? Pour à peu près autour de un peu moins de 500 000 par an. Donc. Nicole Bricq, vous avez été étonnée quand vous avez entendu dans ce documentaire ces témoignages? Non, parce que je partage l'avis qu'avait émis un ministre de l'économie, qui s'appelle toujours, du reste, Emmanuel Macron. Il avait été beaucoup moqué pour ce qu'il avait dit. Il avait dit fort justement qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient en état de difficulté, quelquefois plus que certains salariés. Ça avait été très mal pris, et c'est vrai. Moi, je fais partie au Sénat de la délégation entreprise, et nous allons dans les territoires régulièrement pour aller à la rencontre directe des chefs d'entreprise. Puis je les connais, notamment les petites et moyennes entreprises. Eh bien, je vois bien qu'effectivement, ils sont inquiets face à l'instabilité fiscale, face à l'instabilité du droit du travail. Ils ne savent jamais s'ils sont dans le bon droit, dans le mauvais. C'est stressant d'avoir une collectivité comme ça en responsabilité. Mais en même temps, ce que j'observe, c'est que notamment dans la jeune génération, il y a beaucoup d'appétit pour entreprendre. Donc voilà, il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Comment est-ce que vous expliquez ça, qu'il y ait cette volonté d'entreprendre en quoi? Est-ce que le salariat aujourd'hui ne représente tellement plus en fait un avenir qu'on est aujourd'hui facilité dans le statut d'auto-entrepreneur pour s'engager dans l'entreprise, donc on y va malgré les difficultés, Jean-Eudes Duménil? Je crois qu'il y a un côté très positif, c'est-à-dire effectivement qu'il y a une volonté d'entreprendre, que l'essor des nouvelles technologies facilite aussi la création d'entreprises, y compris pour les gens qui sont moins diplômés. Il y a des opportunités aujourd'hui absolument formidables, donc ça c'est le côté positif. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a tellement de contraintes du côté de l'entreprise sur le statut du salariat que certains chefs d'entreprise ont tendance à recourir davantage à des gens qui ont fait un choix autre, qui ne sont pas salariés, mais qui sont auto-entrepreneurs, avec des contraintes qui sont très différentes. Et puis ça va malheureusement, probablement, pas s'améliorer de ce côté-là. Regardez sur un texte sur la pénibilité à l'intérieur de l'entreprise, qui est absolument ingérable pour les petites entreprises. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas soumis à ce texte-là. Donc effectivement, on a cette dualité entre le côté positif des gens qui se lancent, et puis aussi le fait qu'on a moins de contraintes quand on est auto-entrepreneur. Alors revenons à nos petits patrons qui souffrent. Moi je voudrais savoir, est-ce qu'ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'il y a quelques années? Est-ce qu'il y a un effet crise économique, Olivier Torres? Incontestablement. Je dirais que la crise, elle augmente 4 facteurs. Elle génère du stress, elle renforce l'incertitude du carnet de commandes, elle renforce également un phénomène insidieux chez les patrons de PME, c'est la solitude. Beaucoup vous savez, effectivement disent qu'ils se sentent extrêmement seuls. On le voit bien dans le reportage. C'est-à-dire que, vous avez une expression PMiste, c'est « je suis le nez dans le guidon ». Et puis, ça augmente aussi la surcharge de travail. Alors, le travail, c'est la santé, ça a été démontré. Mais à un moment donné,
trop travailler devient nuisible. Et on voit bien que la crise, de manière macroéconomique, génère une augmentation de ces 4 facteurs qui sont à l'évidence des facteurs pathogènes. Oui, d'autant que pour la plupart, on parle beaucoup en fait de chefs d'entreprise, mais ils sont chefs d'eux-mêmes. Hein. Beaucoup de TPE beaucoup sont à un salarié des avec auto-employeurs en fait, des hommes et des femmes. D'ailleurs, ça permet de relativiser les grands modèles économiques qui parlent toujours, vous savez, la grande concurrence pure et parfaite où on cherche à maximiser le profit. Mais interrogez les patrons de PME, le premier mobile qui pousse un homme ou une femme à créer son entreprise, c'est l'indépendance. On est très très loin de la maximisation des profits, qui est peut-être la logique des grandes firmes, mais pas à l'échelle humaine. On est sur un registre qui est complètement différent de la doxa économique. Vous êtes en train de mettre en fait finalement un peu en face à face cette figure du grand patron qui a tendance à être extrêmement décriée dans les médias et dans l'opinion publique, et celle de la figure de l'artisan qui s'auto-emploie. En fait. Je récuse totalement l'expression que vous venez d'employer. Il n'y a pas de grands patrons, il y a des grands dirigeants. Ouais. Carlos Ghosn est un grand dirigeant, peut-être avec du talent, mais il n'est patron de rien du tout. Un patron, il est patrimonial. Et je dirais même patriotique. C'est la même racine, tout ça. Et donc, les dirigeants des groupes multinationaux sont des gens comme les hauts fonctionnaires, des gens pleins de talent, mais ils ne sont pas propriétaires et donc ils ne sont pas engagés patrimonialement. Donc moi, je récuse la notion de grand patron. Ce sont des grands dirigeants, mais les vrais patrons, ce sont les patrons patrimoniaux, les commerçants, les artisans, les professions libérales aussi. Parce que pour moi, un expert comptable qui a 3 salariés, il paye l'URSSAF et cotise le RSI. Nicole Bricq, vous êtes d'accord? Il y a les petits patrons, les grands patrons et... Oui, mais moi j'ai toujours fait le départ entre les grands groupes et les PME et les TPE, mais je sais que les grands groupes génèrent aussi toute une filière derrière et que les PME et les TPE ont leur place dans la filière. Le capitalisme français, il marche comme ça. Et je le regrette un peu, parce que quelquefois, il faudrait aussi avoir ce que vous appelez l'intelligence des territoires. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'organiser aussi sur un territoire donné. Et comment vous expliquez, Nicole Bricq, le nombre de défections on parlait tout à l'heure avec Jean-Hugues Duménil de 60 000 par an. On est quand même encore le champion d'Europe du nombre de défections d'entreprises. Où est-ce qu'on pêche? Alors, on a un problème. On crée beaucoup d'entreprises en France. Pas assez. Il faudra en créer beaucoup plus, parce qu'effectivement, il peut y en avoir qui n'y arrivent pas. Mais d'une part, on devrait avoir le droit à l'erreur aussi. Ça aussi, c'est très français de dire « vous avez échoué, vous ne pourrez jamais y arriver ». Il faut que les gens aient confiance en eux. Ça, c'est très important. Et en même temps, on n'a pas des écosystèmes qui permettent d'accompagner la croissance de l'entreprise. Et au bout d'un moment, eh bien, on peut se décourager. Et c'est pour ça que non seulement le territoire, mais aussi ces écosystèmes dans une même chaîne de valeur. C'est très important quand, par exemple, la semaine dernière, j'étais avec Ségolène Royal à l'école des ponts de Paris-Descartes, Marne-la-Vallée, donc dans mon département. Et l'État apporte son aide à un incubateur dans le domaine écologique. Et je trouve que ça va permettre à tout un tas de réseaux, qui sont pas forcément géographiques, d'avoir une maman quelque part, ou un papa. Et je trouve que c'est ça qui nous manque en France, c'est qu'on n'a pas ces réseaux qui permettent de se soutenir les uns les autres. Et ça, c'est le côté positif du numérique. Tout ce monde-là est en correspondance. Donc, il faut penser un petit peu horizontal plus que vertical. Et Jean-Hugues Duménil, vous diriez qu'il y a un manque d'accompagnement de ces chefs d'entreprise? Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont une bonne idée, parce qu'ils ont un passé, c'est d'anciens salariés qui peuvent reprendre une entreprise, et ils n'ont pas nécessairement les compétences, par exemple, en matière de gestion. Oui. Alors, vous savez, ce qu'on dit souvent à la CGPME, de manière un peu triviale, c'est qu'une entreprise, c'est comme une voiture, ça part par la caisse. Ça veut dire que vous pouvez très bien faire du chiffre d'affaires, avoir un chiffre d'affaires qui est en très forte progression, avoir un problème de délai de paiement et ensuite l'entreprise dépose le bilan alors qu'au final elle est saine simplement parce qu'en termes de gestion il n'y a pas eu suffisamment d'accompagnement de la part du monde bancaire et d'anticipation. Et on sait à quel point aujourd'hui en plus les entreprises ont du mal à se faire payer dans les délais impartis. Et on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 20% des dépôts de bilan qui sont directement liés à un problème de délai de paiement. Vous voyez que c'est un sujet qui est absolument essentiel et là oui il y a des choses à faire. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit sur la différence entre les grandes et les petites entreprises. Moi, je pense, et nous considérons à la CGPME, qu'il ne faut pas opposer les grandes et les petites entreprises. Vous l'avez dit très justement, on a besoin d'avoir des grands champions nationaux et on a besoin derrière d'avoir des PME qui sont entraînées dans le sillage.
Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, en particulier dans la réglementation d'une manière générale, le législateur trop souvent considère que la petite entreprise, c'est une grande entreprise en modèle réduit. Or, c'est pas la même chose. C'est deux modèles qui sont différents. Donc là, en termes d'accompagnement, on a besoin aussi d'avoir une réglementation qui soit adaptée à la taille de ces petites boîtes. Et on va y revenir. Non, mais ça, c'est vrai. C'est pour ça, du reste, Nicole Bricq. qu'en matière de fiscalité, vous savez que l'impôt sur les sociétés, il y a quand même, pour les petites entreprises qui font moins de 38 000, elles ont un taux préférentiel, ce qui est normal. Et en même temps, il faut, par exemple, les licenciements économiques, on l'a pris en compte aussi, de manière à prendre à la fois le chiffre d'affaires et surtout la taille de l'entreprise. Donc alors, avec la difficulté qu'ont celles de moins de 11, c'est connu. Oui, à ce propos, justement, je voudrais qu'on revienne sur le documentaire. Car sur la question de la fiscalité, il y a un problème qui est revenu plusieurs fois au tribunal de commerce de Saintes. On réécoute. On n'a pas de protection sociale, on n'a rien. Finalement, le chef d'entreprise, il est tout seul. Face à l'échec, les entrepreneurs sont livrés à eux-mêmes, à leur système de protection sociale, le RSI, le régime social des indépendants qu'ils doivent financer. Obligatoire, il ponctionne en moyenne 45% du revenu net du chef d'entreprise. Une couverture maladie est assurée. Mais en cas de faillite, aucune indemnité chômage n'est prévue. C'est le grand vide. Le grand vide, Nicole Bricq, le RSI ponctionne 45% des revenus de ces entreprises et de ces petits patrons. C'est confiscatoire. Vous imaginez, c'est épouvantable. Mais surtout, on a voulu créer ce régime, c'était en 2008. Bon. Moi, je pense que c'était une erreur, parce qu'il y a eu quand même des gros problèmes de gestion. En tout cas, ils n'étaient pas prêts. Ça, ils n'étaient pas du tout prêts. Donc, voilà. Alors, on a trouvé une béquille, là, dernièrement, mais c'est un problème. C'est un problème. Quand vous dites qu'ils n'étaient pas prêts, quelles sont les erreurs qui ont été faites ? Vous savez, c'est pas évident de monter un régime comme ça, ex nihilo. Ils voulaient avoir leur propre régime, notamment les indépendants. Mais ça a été fait en 2008. Mais ça a été fait en dépit du bon sens, on s'est peut-être du Ménil. Je ne vais pas dire. Oui, il y avait déjà. Voilà, mais quand même, c'est ça le problème. Il faut avoir les reins solides. Et moi, je peux vous dire, alors là, j'ai un compagnon. Il faut voir ce qu'on lui réclame, alors qu'il n'a pas encore, quand il a monté sa boîte, il n'avait pas encore gagné un sou. On lui réclamait tout de suite. Et le RSI, c'est quand même un peu la pagaille. Sur le RSI, on ne peut pas dire autre chose, c'est même pas un peu, c'était totalement la pagaille. Ah oui, vraiment, oui. Avec des chefs d'entreprise, on l'a bien vu d'ailleurs dans les reportages, qui se sentaient littéralement harcelés, avec des appels à cotisation qui n'étaient pas les bons, des saisies sur salaire qui correspondaient à rien. Vous appeliez, impossible d'avoir personne au téléphone. Non, là, y a de quoi je veux dire, ça, c'était vraiment... Mais on a eu des dizaines, des centaines de témoignages de gens qui étaient au bord du gouffre à cause du RSI. Les choses se sont un tout petit peu améliorées. Donc on soit clair, c'est le régime social des indépendants qui leur permet en fait de cotiser à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est un problème de gestion, vous l'avez dit, et de la façon dont les choses sont gérées. Mais le RSI en lui-même, il avait l'avantage d'être un dispositif particulier pour les gens qui sont indépendants, avec une couverture minimale et aussi avec des cotisations plus faibles que dans le régime général, ça il faut le dire aussi. C'était un régime spécifique en fait qui permettait de faire en une seule caisse, là où on avait le régime social des indépendants, de dire vous avez un socle minimum et ensuite vous prendrez vos responsabilités pour aller plus loin. Simplement, dans la mise en pratique de ce système, ça a été un bazar invraisemblable. Et ce qu'il y a de vrai aussi... On fait appel au régime général. Olivier Torres, il y a quand même un décalage de cotisation très important entre les deux. Faut pas l'oublier. Olivier Torres, je voudrais rétablir une vérité. Je vous en prie. Première vérité, c'est que les entrepreneurs, s'ils veulent aller au régime général, ils peuvent toujours, ils changent de régime, ils se mettent au régime général. Mais attention, les cotisations seront plus élevées que celles du RSI. Donc attention à ce qu'on dit. Et deuxièmement, dans le reportage, quand on dit qu'ils n'ont pas d'assurance chômage, mais ce n'est pas l'objet du RSI. Le RSI, il gère ce qui lui a été assigné de gérer, c'est-à-dire la retraite et la maladie. Il est vrai que quand on est un entrepreneur... Près de 3 millions de cotisants quand même. Effectivement.
Mais quand on est un entrepreneur, on n'a pas d'assurance chômage. Mais ça, c'est la société. Ça n'a jamais été le cas. Voilà, c'est la société qui est à regarder. Mais il faudrait ou Voilà. pas? Et pour compléter ce que dit Olivier Torres sur l'assurance chômage, Oui. les organisations patronales, on parlait d'accompagnement tout à l'heure, notamment CGPME, on a monté un système qui s'appelle la garantie sociale du chef d'entreprise, qui permet au chef d'entreprise à titre personnel de s'assurer précisément pour toucher un substitut d'assurance chômage. Simplement, Mais alors, malheureusement, c'est à quel prix? Pas beaucoup plus cher que ce que payent les salariés qui cotisent pour avoir une assurance chômage. Simplement, on a beaucoup de mal à passer l'information et arriver à convaincre le chef d'entreprise de cotiser pour lui-même. Quand il est dans la phase de monter sa boîte, il pense à tout sauf à l'échec. Il n'est pas du tout là-dedans. Et donc, de lui dire, monsieur, il faut cotiser si ça ne marche pas, eh ben, on en a malheureusement pas suffisamment qui vont dans ce sens-là. Le problème, Olivier Torres, du coup, c'est quoi? C'est l'accompagnement? Alors, je vais vous dire, avec les chercheurs de l'Université de Montpellier, on a établi ce qu'on appelle un stressomètre des entrepreneurs, qui est sur le site internet de notre observatoire. Le premier, c'est le dépôt de bilan. On le voit très très bien dans ce reportage. Le deuxième stresseur extrêmement marquant, ça ne vous surprendra pas, c'est les problèmes de trésorerie. C'est-à-dire, on voit bien qu'à un moment donné, la fromagère qui vend... Fabienne. Elle manque de clients et elle manque cruellement de trésorerie. Et on voit Alors bien que c'est là, ridicule, hein, elle demande 3 000 euros. Hein. et là, on voit bien la différence entre les grands groupes, que je n'oppose pas. Je suis fier pour mon pays d'avoir Danone ou Total. Mais je dis simplement, comme vous, qu'il y a plus que des différences, des spécificités liées à la PME. Un jour, j'entends Henri Lachmann, ancien directeur du directoire de Schneider, qui disait « Quand on avait 1 million d'euros d'impayés, je n'étais pas au courant. » Quand on est dans une PME, les 3 000 euros qui lui manquent, ça l'empêche de dormir. Donc on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité la grande entreprise ou la PME, sans quoi on commet une injustice. Alors justement, en termes de fiscalité, quand à l'heure qu'il est, Michel Sapin annonçait la semaine dernière qu'à l'horizon 2020, l'idée était de baisser l'impôt sur les sociétés à 28%. Aujourd'hui, il est autour de 33, un tiers de 34%. Taux marginal. Taux marginal. Et le problème après, c'est effectivement le taux effectif. Car on se rend compte que, et là j'ai été quand même, je suis un petit peu tombée de ma chaise en me rendant compte que les groupes du CAC 40, en taux effectif d'impôt, payent, attention, 8,7%. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête, Nicole Brick, avec des taux d'imposition c'est connu pareils? depuis plusieurs années. Oui, mais bien sûr. C'est pas nouveau. Mais oui, tout à fait. Mais c'est pas nouveau, mais on en est encore là. L'optimisation fiscale existe depuis tout le temps. Les grands groupes, ils sont à l'international. Donc, ils ont peu de base fiscale en France. Et ils savent mieux profiter aussi des niches, parce qu'ils ont toute une batterie d'avocats, de conseillers fiscaux. C'est quand même choquant quand mon boulanger paye 33%. Non, mais attendez, d'avoir Total qui ne paye quasi pas d'impôts. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Moi, j'ai toujours dit, ça vous pouvez regarder toutes mes déclarations à Public Sénat ou ailleurs, que nous avions un taux facial beaucoup trop élevé. C'est décourageant pour l'attractivité du territoire et des entreprises pour la Maison France, qu'il fallait le baisser. J'ai vu que la CGPME voulait d'emblée le ramener à la moyenne européenne qui est de 25%. Mais vous savez aussi que l'impôt sur les sociétés, s'il y a un impôt qui doit être harmonisé au niveau de l'Union européenne, depuis des années qu'on en parle, c'est celui-là. Au niveau de l'assiette et pas simplement du taux. Absolument. Mais là, on va rentrer dans une conversation technique. Non, mais c'est pas technique. Le taux, c'est important. Oui, mais l'Irlande à 12,5 et l'Angleterre qui compte passer à 17. Attendez, il y a mieux que ça. Vous avez vu la commissaire européenne qui dit, mais attendez, vous avez Apple qui, pendant des années, n'a pas payé d'impôt sur les sociétés, qui après a payé 2%. Ce que vous êtes en train de nous dire, Nicole Brick, c'est que ça sert à rien, en fait, de travailler à notre à revoir en fait notre fiscalité si on ne le fait pas au niveau européen? Non, je dis pas ça. La preuve, c'est que le ministre Sapin, vendredi, a annoncé que ce serait dans la loi de finances progressivement. Parce que c'est vrai que l'impôt sur les sociétés en France, il est comme ce pauvre impôt sur le revenu. Plus ça va, moins il y en a compte tenu des niches qu'il y a. Parce que ça, c'est un défaut de notre système fiscal français. On crée des impôts avec une petite assiette et des taux très forts. Donc, c'est toujours les mêmes qui payent. Et c'est vrai qu'une PME, relativement, elle payera plus, effectivement, qu'un grand groupe. Il faut réformer ça. C'est une bonne nouvelle, 28%. Tout ce qui a été dit, je le partage. Simplement, il y a un sentiment quand même du côté des chefs d'entreprise de PME d'inéquité. C'est-à-dire que quand on leur donne les chiffres que vous donniez là, la réaction normale, c'est de dire, mais attendez, on marche sur la tête. C'est-à-dire que moi, PME, je suis taxé à 33 un tiers en taux marginal, et un grand groupe, il sera à 10. Il y en a pas beaucoup qui sont taxés à 33. Malheureusement. Il y en a ça veut dire qu'il ferait beaucoup de alors résultats. c'est trop, s'il y en a, parce que c'est un taux facial, comme on dit. Oui, mais effectivement, et puis il faut qu'ils fassent d'excellents résultats, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Mais
Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les PME. Nous, on a proposé quelque chose depuis longtemps qui est plébiscité par les chefs d'entreprise, qui consisterait à dire que pour les résultats qui sont réintégrés au capital de l'entreprise, donc le capital, ça permet de renforcer la solidité de l'entreprise, d'emprunter davantage et de réinvestir. Donc c'est quelque chose de vertueux. Et on voudrait que cette fraction qui serait réinvestie au capital puisse bénéficier d'un crédit d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés. On l'a déjà sur fait, cette fraction-là. On l'a fait en 93, ça n'a pas été un succès. Ça a été fait du temps de Pourquoi Jospin. vous dites que ça n'a pas été un succès? Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors c'est parce que sans doute, peut-être, était-ce trop compliqué, parce que c'est pas le tout de voter une loi de finances. Nous, on vous proposera un dispositif garanti quelque chose qui ne soit pas une agace. Celui-là. Alors, je voudrais qu'on avance parce que là, au vu de ce qu'on vient d'expliciter, on se rend compte que de plus en plus de petits patrons se tournent vers le vote FN, écraser certains. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah bah écoutez, c'est une enquête fiduciale qui est sortie la semaine dernière dans les Échos. Oui, Vous l'avez vu cette enquête fiduciale? On la Cette enquête reçoit. fiduciale, On la en fait, reçoit, oui. elle dit que effectivement, il y en a de plus en plus. Mais si vous regardez par rapport à l'ensemble des Français, le corps électoral Front National parmi ce que vous appelez les petits patrons est plus faible que l'ensemble des Français. Oui, mais en attendant, le vote. Non, je ne vous dis pas ça. Je vous dis que le vote FN progresse. Oui, mais il progresse dans l'ensemble de la société. Il progresse aussi chez les agriculteurs qui sont des chefs d'entreprise. Et chez les fonctionnaires. Moi, j'ai vu, chez les étudiants. J'ai vu hier au Festival de la Terre, parce qu'en Seine-et-Marne, c'est la terre nourricière de l'Île-de-France et même de la France. Eh bien, je pense qu'effectivement, il progresse beaucoup aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une remise à plat plus large, Nicole Bricq, s'il vous plaît? Est-ce qu'il n'y a pas une remise à plat plus large, en fait, à faire au-delà de la question de l'assiette fiscale, au-delà de la question de la simplification nécessaire, peut-être, du Code du travail? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, pour sortir de cet écueil et enrayer ces 60 000 destructions d'entreprises par an, peut-être, Olivier Thorez? Deux choses. La première, c'est de promouvoir le dispositif que l'on voit dans le reportage. C'est-à-dire qu'on voit bien là l'intelligence des territoires. Un tribunal de commerce en Charente-Maritime, à Saintes, s'empare du sujet. Un greffier, un président et un psychologue, qu'on doit saluer, qui font œuvre d'utilité publique, partent de ce problème. Sachez qu'aujourd'hui, la charte APESA est dans plus de 10 tribunaux de commerce dans le pays et qu'il y a 35 tribunaux de commerce, chez moi à Béziers ou même partout ailleurs, qui sont en train de l'adopter. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, je voudrais ne pas rester sur l'échec. Alors, APESA, aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance psychologique aiguë. C'est-à-dire, c'est une prévention contre le risque suicidaire pour les hommes et les femmes qui sont en train de déposer le bilan. Et puis, le message d'espoir. C'est-à-dire que, je dirais, au bout du chemin, c'est plus le chemin, mais c'est le refuge. Après l'échec, il y a le rebond. Et là, j'invite les auditeurs à aller sur le portail du rebond, où plusieurs associations également se sont réunies, dont APESA, SOS Entrepreneurs, 60 000 rebonds, Recréer, Second Souffle, et qui permettent justement aux hommes et aux femmes qui sont en situation d'échec de pouvoir retrouver le rebond nécessaire pour aller de l'avant. Bon, bah écoutez, ce sera... Non, alors, en 5 secondes. Un exemple sur la question du rebond. Jusqu'à présent, il y a quelque temps encore, la Banque de France marquait au fer rouge les chefs d'entreprise qui avaient déposé le bilan et les sans que ce soit frauduleux. Et les empêchait ensuite pendant plusieurs années de relancer une activité. Ça poussait au désastre littéralement. On a réussi à faire sauter ça, on appelait ça le code 040. Il y a énormément de choses de ce type-là. C'est des petits pas, mais on peut faire plein de choses. Bon, bah écoutez, nous suivrons bien entendu, tout ceci bien entendu, j'imagine, sera l'objet de discussions pendant la campagne. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, votre second documentaire. Depuis des années, on les accuse de tous les maux, symbole de l'inégalité de nos sociétés. Elles forment, voire elles formatent des élites prêtes à diriger le pays, tant et si bien que certains cherchent à les supprimer. Elles, ce sont les grandes écoles. Les grandes écoles, la voie royale, c'est votre deuxième documentaire, un film de Mathias Wess. À tout à l'heure.